صباح الخير شباب جامعة بطنة. صباح الخير شباب الجزائر. وين كنتوا في كل مدينة من شمالها إلى جنوبها وشرقها وغربها. اليوم شباب طلبة جامعة بطنة حاولوا باش يبدأوا في مرحلة جديدة ربما لحياتهم الدراسية الطلابية بتدخلهم في الحياة السياسية الجزائرية التي تهمهم أكثر من كل شيء. وهذا شيء جميل. تفكروني قبل 30 سنة في جامعة بطنة كنا قبل ما صار في آخر الثمانينات كان عندنا أيضا طلبة أصدقائي حاولنا حتى احنا نعملوا شيء مثل هاك. كان عندنا سيني كلوب، كانت عندنا مجلة، كان عندنا كلوب اسمه الميكانو. كنا نديروا محاضرات أيضا، لكن ربما مش كيما انتم اليوم، لكن حاولنا احنا قبل 30 سنة. لا علينا. حبيتوني نتكلم اليوم معكم في نقطة مهمة، نقطة ربما رقم 3 ورقم 4، وهي كيفاش نشوفوا معكم نظرة تفاؤلية للجزائر في المستقبل. طرحتوا لي بعض الأسئلة، والسؤال الأول هو كيفاش نشوفوا، حاول أقرأ هنا، هل يمكن الوصول بالجزائر إلى دولة متقدمة اقتصاديا وعلميا، وما هي السبل إلى ذلك. Alors je commence à répondre ainsi. Je me rappelle un dictat d'un grand professeur que je connais, un professeur français, qui disait « Rien n'est petit, mais tout est possible ». Voilà, pour résumer. Deuxième réponse, c'est très technique. Nous essayons de trouver des solutions en disant voilà, l'Algérie pourrait entrer dans une ère de développement économique et politique, scientifique. Il y a 15 ou 16 points à respecter un à un, comme un protocole, comme font les chirurgiens quand ils opèrent quelqu'un, et puis à la fin on a le résultat. Bon, ça ne se passe pas comme ça malheureusement. Vous ne trouverez nulle part sur Internet ou sur Google la liste des points qu'il faut, parce que ça dépend de chaque pays. Voilà, chaque pays a son histoire d'abord, il a sa géographie, il a ses spécificités, il a sa culture, etc. Mais il y a des pistes. Les pistes, ça s'appelle, ça on connaît en science, ça s'appelle tout simplement the survey, c'est-à-dire faire de la littérature. Regardez ce qui s'est passé. La littérature, c'est ce qui s'est passé depuis 200 ans, depuis les révolutions européennes, etc. Comment les gens sont arrivés à ce qu'ils sont aujourd'hui. On peut aussi voir dans l'histoire récente comment ça se fait que, après 10-15 ans, des pays qui étaient complètement pauvres en Europe de l'Est deviennent ou commencent à jouer un rôle très important au sein de la communauté européenne. Il y a quand même une très très grosse structure formée au départ par des poids lourds de l'Europe démocratique, etc., qui est la France, bien sûr, l'Allemagne, la Hollande et l'Angleterre. Donc il y a des pistes. Donc quand on revoit un tout petit peu le passé, qu'est-ce qu'on comprend? Et bien sûr, je ne suis pas spécialiste en sciences politiques, mais on se renseigne un tout petit peu. Et puis nos amis scientifiques, des sociologues et spécialistes des sciences politiques le savent. Ils écrivent, ils font des recherches, ils font des travaux, ils vous enseignent tout le temps. Et qu'est-ce qu'ils nous disent en fait? Si on regarde un peu, l'histoire, c'est pas technique, c'est pas une liste, mais c'est un concept. Il faut commencer par un concept. Ce concept est basé sur ce que peut-être Rousseau appelait le contrat social, mais c'est un nouveau contrat républicain qui unit tout simplement l'État, compris élargi, d'accord? Pas tout simplement l'État, c'est pas le gouvernement, ce ne sont pas 40 personnes ou une personne, on l'a dit, alors ça ne se passe pas comme ça, l'État c'est l'ensemble de ses fonctionnaires. Donc voilà, il faut mettre les choses au clair dès le départ. Donc les responsabilités peuvent être un tout petit peu partagées d'une certaine manière, mais bien sûr, le gouvernement c'est à la tête, et c'est lui qui devrait tout organiser, sinon ça va dans tous les sens. Hein. Voilà, ce pacte républicain, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'État met quelque chose à la disposition du peuple, ce quelque chose s'appelle la liberté. Le peuple lui rend quelque chose qui s'appelle l'ordre. Quand cette équation est vérifiée, si vous voulez, le reste en découle. Il se trouve que ce n'était pas le cas pour nous, ou alors on a tenté de présenter un certain pacte, mais vu peut-être
d'un seul côté un pacte qui n'a pas été négocié, ou tout simplement un pacte qui n'a pas été écrit ou rédigé dans les normes, tout simplement par incompétence, je n'en sais rien, ou par volonté, ou par narcissisme, ou par égocentrisme, je n'en sais rien. Je ne vais pas jeter de l'opprobre sur les gens, mais on en est là. Aujourd'hui, c'est le divorce entre ce qu'on appelle peut-être l'État ou le régime, allez, on va dire le régime, au lieu de l'État pour séparer les choses, et le peuple. Il faudra trouver des solutions. Je ne sors pas de mon cadre. J'y reviens tout de suite. Il n'y a rien qui s'appelle développement économique ou développement social ou développement scientifique sans une référence solide, une base solide qui est quelque part ce pacte républicain qui unit les deux parties. Voilà. Le reste, c'est technique. Une fois qu'on a ça, le reste, c'est technique. Parce que ce pacte-là, c'est ce qui va permettre d'abord aux institutions de l'État d'être présentes, d'être libres, la justice, l'éducation, les sièges, les centres de décision politique, tout ça, ce sont les structures de l'État qui doivent être propres et qui doivent permettre justement l'organisation, le déroulement de tout ce qu'on entreprend socialement ou économiquement dans de très bonnes conditions, avec respect des biens, respect des libertés des gens et bien sûr permettre aux gens de profiter et d'avoir tout simplement une vie convenable et meilleure. Alors le reste est technique. Il y a aussi d'autres paramètres, mais avant de toucher à d'autres paramètres, il n'y avait pas que ça, il n'y a pas que ce pacte, sinon je caricaturerais en fait. Dans la partie technique, c'est l'intelligence dans la prise de décision et la réflexion. Un État, ça se planifie comme une très grande entreprise, parce qu'il y a des enjeux. Je ne parle pas d'argent parce que sinon ce n'est pas ça, il ne s'agit pas du tout d'argent, il s'agit d'organisation. Un État s'organise comme une grande entreprise. Donc on regarde ce qui rentre et ce qui sort. Et on fait un peu la moyenne et on regarde s'il y a des défauts, s'il y a des pertes, comment on va arranger les choses. Pour cela, il faut beaucoup de stratèges. Donc on ne gère pas un pays dans l'urgence, on gère un pays sur des bases reposées sur des plans de 10, 20, 30 ans de développement. Un plan de 30. Ce plan-là n'est pas juste fait comme ça sur papier, mais on regarde tous les éléments. Les éléments s'appellent d'abord la démographie, la situation actuelle, on fait un peu de prévision, la situation actuelle de notre économie, la situation du monde, nos réserves de pétrole ou d'autres choses, etc. Et puis on planifie. On se dit, d'ici à 2030, nous allons sortir de la dépendance endémique aux hydrocarbures à raison de 7% par an. On peut dire que d'ici à 2035, nous avons une politique énergétique qui va diminuer ou plutôt augmenter la part des renouvelables à raison de 5% par an. Et qu'est-ce qu'il faut faire? De la même manière, et la chose extrêmement importante dans toute l'équation, c'est le facteur humain. Bon, l'Algérie a une démographie, on va dire c'est en arabe laïbalk, et une démographie de ce type, elle doit être réfléchie, elle doit être très très bien planifiée. Vous avez parlé tout à l'heure il y a un autre point que vous m'avez posé, une autre question que vous m'avez posée à propos de l'université, mais je vais revenir, mais c'est directement lié, cette histoire de démographie. Donc, un pays se planifie comme une grande entreprise, avec de A à Z, avec des stratèges. Donc quand vous n'avez pas de stratège, ce qui se passe, c'est plutôt assez dogmatique, c'est dans l'urgence, c'est des gens qui sont peut-être pas tout à fait compétents, qui ne savent pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui permet ou qu'est-ce qui interdit de casser ce cercle vicieux? C'est paradoxalement, c'est la richesse qui n'est pas une vraie richesse. C'est des denrées qui s'appellent les hydrocarbures. Parce que
en ayant ces réserves, en fait, on pense toujours que on planifie toujours en fonction que de ces réserves-là. Et qu'est-ce qui va se passer quand on fait tout par rapport à la fluctuation du prix du baril de pétrole, et ça c'est complètement fou, tout le monde le sait, je ne vais rien vous apprendre. Au lieu de cela, casser ce rythme, au lieu de cela, il faudrait trouver des manières de générer de la valeur ajoutée. Donc vous avez un pays qui fait peut-être 50% de la population qui a moins de 20 ans ou 25 ans, je ne sais pas. Ça sous-entend c'est un potentiel humain extraordinaire, le potentiel humain. Il faut lui trouver pas tout simplement pour lui trouver du travail, lui trouver du logement, mais essayer d'en tirer le maximum pour les autres. C'est pour partager en fait. En fait, on crée de la richesse pour la distribuer aux autres. Hein. Donc, c'est pas à chacun pour soi. C'est retrouver des mécanismes de génération de valeur ajoutée qui sont peut-être les services, les nouvelles technologies, etc. Et sortir tout simplement des résultats catastrophiques, des révolutions qu'on a eues depuis le début des années 70. On en est toujours là. On rêve toujours d'avoir une industrie lourde de sidérurgie alors que c'est mort, c'est enterré. Notre agriculture, oui, l'agriculture, je dois le saluer avec l'eau, etc. Il y a des choses qui ont été faites et c'est dans cette direction aussi qu'il faut pousser, je pense. Mais il y a des révolutions qu'on n'a pas vues par manque de stratèges, par manque de têtes qui réfléchissent. C'est tout ce qui est numérisation de la vie en général. Donc en fait, si aujourd'hui nous comparons un peu l'Algérie au tiers-monde, ben, on trouve que nous appartenons, ou nous sommes à peu près dans le peloton de fin, en fait. On parle peloton, mais en fait, nous sommes complètement à l'arrière, dans ce qu'on appelle le monde le tiers-monde, en fait, de par nos défauts, ou peut-être notre retard à adapter ou à moderniser le pays avec tout ce qui se passe, tout ce qui est numérisation, etc. Faciliter la vie aux citoyens, faciliter le travail des entreprises, faciliter la science, les recherches, les échanges, etc. Donc ça, c'est un très très gros problème. En gros, si la stratégie, un président de la République, un Premier ministre, il va prendre peut-être un ministre qui a de l'expérience dans un certain domaine, l'agriculture, je ne sais pas, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, tout ce qu'il veut. Mais quand il se rapproche de quelques 2 ou 3 ministères qui sont absolument clés, là, il va faire attention. Parce que quand on parle de télécommunications ou de l'informatique, de l'informatisation, etc., là, il va falloir chercher des gens qui sont dans ce métier-là, qui sont dans ce business-là, qui savent exactement de quoi et ça, ils peuvent changer la donne. Je vais vous donner un exemple quand je parle de ça. Ce matin, j'écoutais sur France Inter, c'était hier, Google vient de lancer l'ouverture du plus grand centre de recherche d'intelligence artificielle en Afrique. Alors, il est où? Il est au Ghana, il n'est pas en Algérie. Donc, comptez le nombre d'universités en Algérie par rapport au Ghana, et vous allez trouver que c'est complètement quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ont-ils choisi le Ghana et non pas l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie? Je crois que la réponse, vous l'avez. Bon. Ce matin encore, sur une autre radio, sur la radio suisse, on parle d'autre chose, on dit: savez-vous que la capitale du numérique dans l'Afrique, ça s'appelle Kigali? C'est extraordinaire. Kigali, le Rwanda, c'est le pays, il y a 20 ans, c'était le désastre, c'était la guerre civile, et ce pays-là est en train de percer parce que tout simplement, ils ont eu quelqu'un de très intelligent au milieu qui a décidé, il a dit: non, attendez, nous, le pays fait partie des 20 pays les plus pauvres au monde, on n'a pas de ressources naturelles, il va falloir jouer la carte des technologies nouvelles, etc. Il est en train de réussir, c'est extraordinaire. Donc, Google ne vient pas en Algérie parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un, un interlocuteur qui va taper à la porte et dit: écoutez, nous avons des dizaines de milliers d'informaticiens, de physiciens, de mathématiciens qu'on peut transformer en experts en numérique, etc.
Voilà, personne n'est allé taper à la porte de Google, je suis désolé, et personne, ni peut-être quelqu'un qui est allé voir Windows, je ne sais pas, Microsoft, pour leur dire je serai votre représentant en Algérie, je vais vous vendre votre camelote en Algérie pour faire de l'argent. Ça, j'en suis absolument sûr. Hein. Et pour quelqu'un qui va dire non, on va développer, on a une autre vision, comment... bon. Donc il y a aussi, moderniser un pays passe aussi par autre chose. Très important, c'est moderniser un pays, c'est le nerf de la guerre s'appelle l'argent. Et à nouveau, l'argent, c'est pas compter. C'est tout simplement ce qui permet aux choses de bouger, de fonctionner. Sinon, ça ne marche pas. L'Algérie a un système bancaire pire que tiers-monde. Tout le monde le sait, sauf les Algériens, les banquiers algériens. Voilà. Imaginez qu'aujourd'hui, j'ai envie de créer un truc dans ma boîte ici, là où je travaille. Et c'est la vérité. Si je demande à un groupe de jeunes algériens, de 3 ou 4, dans une université à Batna, à Constantine, ou Gelfang, ou bon, allez-y, si vous me faites ça, je vais vous payer. Officiellement, légalement, transférer de l'argent sur votre petite entreprise en Algérie, légalement, au lieu de passer par je ne sais pas quoi, mais bah, ça ne se fera pas. La banque algérienne, c'est la structure qui a cassé l'économie algérienne entièrement. Et ça, je le dis et je le répète. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que je vis dans des pays où je vois comment les banques facilitent les affaires et facilitent l'échange, ce qui permet aux petites entreprises d'exister, de travailler, de ne pas avoir des problèmes de cash flow, etc. Et ça, c'est un véritable gros souci. Donc il y a beaucoup de pistes à regarder. Si je résume, c'est le pacte, la stratégie, la planification, l'ouverture sur le monde, peut-être essayer d'être un tout petit peu plus ouvert au monde, sur les langues, et ne pas penser que le monde, l'extérieur de l'Algérie s'appelle Paris, mais peut-être un peu le monde globalement, parler en anglais. Parce que Google viendra en Algérie le jour où vous parlerez en anglais, pas le jour où vous parlerez en autre langue, peu importe. Maintenant, l'université, vous avez posé la question à propos de l'université. L'université, bien sûr, c'est la locomotive de tout développement, et ce qu'on attend de vous est très important. Et ce qu'on attend des étudiants, c'est être là. Pas tout simplement attendre, finir les examens, avoir son diplôme et rêver peut-être de partir à l'étranger, mais on attend qu'ils soient intégrés, qu'ils soient partie prenante du déroulement du processus de développement de notre pays de A à Z. Donc ils doivent être au courant de ce qui se passe. Je pense qu'il y a beaucoup d'amis, j'ai regardé un peu sur votre programme, qu'il y a des amis, des collègues universitaires avant moi qui devaient parler, clarifier quelques concepts, c'est très bien. Bon, c'est très utile pour les étudiants. Un étudiant ne doit pas tout simplement être là, seulement regarder ses cours, etc. Mais voilà, il doit aussi être ouvert au monde. Comment est-ce qu'on peut créer une université moderne qui peut participer à l'élan, si vous voulez, au développement, enrichir tout simplement, participer dans l'enrichissement de la nation. Je l'ai dit il y a 3 mois, dans un autre contexte, je ne crois pas au socialisme dans les universités. Quand on parle d'université, on a un peu tendance d'être un peu arrogant. Il y a une forme de suprématie, il y a une forme de... etc. Parce que on est obligé de faire de l'excellence. Parce que les grands gestionnaires qui doivent avoir une pensée ou une stratégie de développement sur le long terme, sur un axe ou l'autre, ben, il faut que ce soit des gens brillants déjà quand ils étaient en première année à l'université, c'est comme ça, et même avant. L'université moderne, je reprends un point que j'ai cité au départ, je vois difficilement comment un pays où la démographie est très importante, pouvoir s'organiser pour créer une université de qualité. Prenez l'exemple de Batna. Un ami à moi, un sous-directeur d'une faculté, me disait il y a 2 mois quand j'étais à Batna que vous avez un surplus de 3000 étudiants par an.
Donc il y a 11 000 qui rentrent et 8 000 diplômés. Ce qui fait que dans 10 ans, vous aurez besoin d'une autre université pour 30 000 personnes. Et donc dans 10 ans, vous aurez en tout 100 000 étudiants à l'université de maintenant. Ce qui est énorme. 100 000, c'est beaucoup sur la caisse, sur la caisse de l'État. C'est absolument énorme de ce point de vue-là. Sur ce point, je pense que les gens qui sont capables de payer, qui viennent de familles aisées, doivent payer des bourses ou des frais de scolarité à l'université, et que l'inverse, ceux qui n'ont pas les moyens seuls peuvent bénéficier de l'aide de l'État qui est redistribuée comme ça. On peut pas faire autrement. L'autre point, c'est quand vous avez une urgence démographique de ce type, ça met énormément de pression sur les dirigeants de l'université, sur les patrons de l'université, mais aussi sur les professeurs, parce qu'on doit gérer, on doit parler à chaque fois au plus urgent. À chaque fois, il faut trouver des solutions, comment trouver de nouvelles classes, etc. Ce qui fait qu'il y a à la fin, il y a des déperditions au niveau sur le niveau final, et donc ça, c'est déjà un gros problème. Moderniser l'université, c'est regarder aussi ce qui se passe aujourd'hui et reprendre un peu tout simplement les programmes que nous avons, les comparer à ceux des années 80 peut-être, j'imagine, depuis les années 80, 90, pas grand-chose a été changé, je me trompe peut-être, et comparer ce programme à ce qui se passe ailleurs. Donc c'est la dynamique, l'université doit être extrêmement dynamique dans ses choix, dans ses décisions, dans ses enseignements, etc. Il faut prendre des décisions rapides et dire, bon voilà, il y a des choses qu'on enseignait qui ne valent plus rien aujourd'hui, il faudra voir ailleurs. Que font les autres que font les autres universités, dont les petites, les voisines, celles d'Europe, les plus avancées dans le monde anglo-saxon, les Japonais, etc., les Chinois, et comment peut-on refaire les choses? Parce que l'université, le contenu de l'enseignement et de la recherche à l'université, en fait, n'est autre. C'est une réflexion des besoins économiques actuels. Aujourd'hui, tout le monde parle de data, de données, etc. Les universités s'y mettent. Dans chaque université, nouveau département dans cette direction-là. Donc moderniser de cette manière-là. Et puis, troisième point, à mon avis, ça revient un peu au social ou pas social. C'est important. Je vais bien sûr mesurer mes mots et être le plus sympa possible. L'université n'a pas vocation de faire de l'éducation civique ou autre chose. Elle n'a pas vocation. Donc on ne va pas dire nous allons permettre à 80% de jeunes lycéens d'entrer à l'université, ils vont se former sur la vie. D'accord, si peut-être nous avons les moyens comme un pays qui s'appelle le Norvège, très bien, mais on n'a pas ces moyens. On n'a pas ces moyens. Donc il faut être très très sélectif. Il faut être très sélectif. On n'a pas besoin de X universités, on a plutôt besoin d'universités ciblées qui font leur travail à taille humaine, avec beaucoup de sélection. Mais la sélection, ce n'est pas la sélection seulement des étudiants, c'est aussi la sélection de ceux qui sont là pour les enseignants. Dans les universités modernes, internationales, tous les enseignants doivent suivre des cours de pédagogie, tous, universitaires. On ne rentre pas à l'université parce qu'on a X années d'expérience. On ne devient pas quelqu'un à l'université parce que... non, il faut de l'excellence, il faut énormément d'excellence. Je sais, beaucoup de mes collègues en Algérie font un travail formidable à tous les niveaux. Ils sont là entre l'administration, courir pour leur recherche, les moyens, etc. Mais je pense qu'il y a moyen de trier un tout petit peu et ne pas laisser... C'est à ce niveau-là que l'université se modernise un peu avec l'excellence et la sélection, d'accord? Et c'est en ce moment-là que, automatiquement, nous allons voir qu'il y a des étudiants, qu'il y a du résultat, il y a des étudiants qui sortent avec des connaissances et des bagages extrêmement suffisants pour relever les défis du monde d'aujourd'hui. Et c'est là où les choses intéressantes commencent à
apparaître, dans le sens que si effectivement il y a Google ou Microsoft ou je ne sais pas qui, tous les grands centres de développement de technologies de pointe en numérique ou ailleurs, en biotechnologie, l'Algérie, ça devrait être un pays de biotechnologie à l'avenir, etc. Tous ces gens-là viendront le jour, et ils le savent déjà, ils viendront le jour où ils constatent que le niveau qui sort de ces universités-là est un niveau qui permet l'intégration de leur technologie à l'intérieur ou de ce qui peut se faire en Algérie avec leur propre technologie, avec leur propre développement. Je m'aperçois que c'est extrêmement compliqué de répondre à toutes vos questions, mais voilà, j'ai dépassé déjà mon temps et j'espère que ça a tout simplement donné quelques renseignements sur comment on voit les choses se développer et je vous souhaite bon courage et merci.